En effet, attendez, je me sers juste un petit verre d'eau avant de commencer. Donc oui, je suis ravie d'être ici de nouveau aujourd'hui. Je suis en effet une fidèle de la maison et j'étais déjà venue parler de la résilience urbaine l'année dernière. Donc cette année, on va revenir sur cette notion de résilience urbaine en mettant l'accent sur comment les écosystèmes artistiques sont particulièrement pertinents, contribuent justement à cette résilience qui se fait de manière, je dirais, en écosystème, de manière très fluide, par des petites touches, par des grandes actions, par un mélange de typologies d'acteurs, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc d'abord, avant de commencer, donc voilà ma première slide, un petit mot sur Lead Future Lab, qui est une plateforme de recherche prospective que j'ai créée il y a 10 ans. Et alors la recherche prospective, hein, c'est vraiment une recherche qui n'est pas tout à fait académique, qui est plutôt une recherche par petites touches. Donc au Lead Future Lab, on produit d'une part des contenus prospectifs, des études, des analyses de tendances, des scénarios d'inspiration, donc une partie de contenu, et puis ensuite une pratique de conception de Future Lab, donc de processus de recherche prospective, collaborative, pour aider des organisations à explorer leur futur. Donc il y a plein de raisons d'explorer le futur, il y a plein de méthodes. Moi j'ai une approche qui est plutôt d'être très couture, comme ça, de vraiment de concevoir des processus de recherche très sur mesure pour optimiser les impacts, parce que aussi la recherche prospective, on peut vite aussi partir dans beaucoup de directions, et donc il vaut mieux être assez voilà, un peu fin dans la manière de l'explorer. Donc ça, ce sont une partie. Donc en ce moment, par exemple, je travaille avec le Musée d'art et d'histoire de Genève pour les aider à réfléchir au futur des musées. Donc là, un enjeu plus spécifique, un petit peu plus resserré que la question urbaine. La question urbaine est une de mes spécialités, et donc le LEAD, c'est aussi des projets de recherche, hein, de R&D, sur des sujets un petit peu plus d'avant-garde. Donc j'ai mené un vaste projet pendant 10 ans sur le futur du Grand Paris. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu de cette étude, un petit peu de ce travail aussi sur la résilience urbaine que j'ai mené en 2016-17. Et puis aussi un autre projet de R&D qu'on mène au LEAD, c'est ce lab sur les cosmologies aliens que j'avais notamment exposé chez iFlow cet hiver. Donc voilà, donc le LEAD, c'est des contenus, des collaborations avec des organisations et puis des projets de R&D un peu plus ambitieux pour toujours être à l'avant-garde des recherches prospectives les plus pointues. Voilà, donc ça c'est une petite carte d'identité, je dirais, du LEAD Future Lab. Alors maintenant, je vais rentrer dans cette question de la résilience. Je vais sortir mon téléphone pour avoir un peu un repère temporel. Très bien. Donc la résilience urbaine, c'est aujourd'hui, je dirais, le grand modèle de compréhension de l'écologie urbaine. La résilience urbaine, c'est plutôt, je dirais, une école de pensée. C'est cette école de pensée qui vient irriguer les gouvernances, les acteurs urbains. Il y a un peu un consensus aujourd'hui sur des méthodes, sur un canevas théorique. Donc là, sur cette image, alors le petit point rouge ici pour l'audience, ce canevas-là, ça c'est le modèle qui est développé par l'OCDE, par exemple, qui est une bonne synthèse, qui est un petit peu le canevas méthodologique repris par un certain nombre d'acteurs, surtout publics, mais aussi privés, avec une focale sur la question de l'environnement, la question de l'inclusion et de la société, vraiment d'être sûr que la ville soit durable, sans laisser pour compte, en évitant d'avoir des ghettos, par exemple. Donc vraiment ce travail de l'inclusion, donc la société. Une réflexion sur l'économie, parce que la ville n'est résiliente que si elle est capable d'être générative, d'avoir une économie qui est durable. Et puis le quatrième pivot, c'est la question de la gouvernance, avec des gouvernances qui doivent être plus partagées, plus collaboratives. Et donc cette matrice, avec ces 4 pivots, c'est un petit peu l'école de la résilience urbaine qui est assez générique. C'est le modèle qu'on va retrouver également dans les politiques de Green New Deal. On a ce bouquin de Jeremy Rifkin sur l'écran, qui est l'un des penseurs de ces politiques de Green New Deal. Lui, il met l'accent sur le fait que la résilience, si on travaille sur ces 4 pivots, il faut surtout et aussi montrer qu'il doit y avoir des collaborations entre des dynamiques
top-down, donc par exemple ce que font les villes avec la mise en place d'infrastructures, et des mouvements bottom-up, avec vraiment de collecter les contributions des acteurs du territoire, qui peuvent être des tout petits projets ou des projets de plus grande envergure, mais qu'il doit y avoir vraiment un maillage de ce bottom-up et de ce top-down, et que la résilience, elle ne marche que s'il y a une collaboration étroite et une convergence et une bonne intelligence entre ces différents écosystèmes. Donc les visions top-down avec la possibilité de mettre en place des infrastructures, et puis d'autre part ces écosystèmes bottom-up. Et donc là, aujourd'hui, on va se pencher sur les écosystèmes artistiques qui font plutôt partie de ces mouvements bottom-up, et de bien montrer quelle est leur contribution, qui est parfois par petites touches, et on a tendance à pas assez s'en rendre compte. Donc là, mon exposé, c'est vraiment de rendre visible toutes ces petites contributions en montrant combien elles comptent et combien elles participent de ces canevas généraux et de ces métabolismes d'ensemble. Donc, alors ça, c'est vraiment voilà, un petit peu une pédagogie sur cette notion de résilience qui est sur la table des décideurs urbains du monde entier, je dirais. Hein. Ça fait partie aussi des défis des objectifs du développement durable des Nations Unies. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'aujourd'hui, cette école, elle est très générique, très universelle, mais il y a vraiment aussi un vide en matière d'imaginaire, en matière de symbolique, en matière de singularité. Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on va vers une espèce de ville verte. Hein, cette ville résiliente, elle est un peu générique. Et finalement, d'une certaine manière, ça crée de la banalité. On va vers une espèce d'homogénéisation des imaginaires avec cette ville verte, avec des images qui sont toujours un peu les mêmes. Et donc, il y a une absence de singularité et on a un petit peu un vide sur cette notion des imaginaires. Donc, l'objet de ma démonstration, c'est aussi de montrer qu'une approche par l'art, c'est aussi peut-être compléter ces discours sur la résilience urbaine qui ont un petit peu oublié de parler de profondeur culturelle, d'imaginaire, d'historicité, d'ancrage, de singularité, d'identité, de ce lieu créatif. Et ça, l'une des raisons pour lesquelles ce volet est un petit peu oublié, c'est que par ailleurs, on a cette école des villes créatives qui ont eu leurs heures de gloire dans les années 90, 2000, et puis là, voilà, cette école de la ville créative est aujourd'hui perçue comme un peu obsolète parce qu'elle a été pensée plutôt par des valeurs d'attractivité, de classe créative internationale. Donc ce modèle de la ville créative est aujourd'hui obsolète, et donc voilà, du coup il y a un peu un vide, et aujourd'hui il s'agit de redéfinir quelle est la contribution des écosystèmes artistiques dans ce mouvement de la résilience urbaine qui est finalement pas tellement pensé, et ça va être l'objet de ma présentation. Alors du coup je vais repartir d'une approche de la résilience un petit peu différente que j'ai pu développer dans une étude sur la résilience urbaine que j'ai menée avec un institut avec lequel je travaille régulièrement, l'agence Péclers, où on fait des analyses de tendance. Et les analyses de tendance, on ne part pas forcément sur les mêmes canevas que les grands modèles, soit académiques, soit politiques. On essaye surtout de comprendre quelles sont les tendances, quels sont les mouvements, comment ça bouge. Et on essaie de sentir quelles sont les tendances sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour concevoir le futur de la ville. Donc l'analyse de tendance, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment viscéralement une étude qui est faite de manière très en écosystème, comme ça, où on peut montrer que des typologies d'acteurs très divers vont contribuer à des mouvements communs. Et donc, dans cette étude, on a repris 4 valeurs pour cette résilience. Donc, 4 pivots, ce n'est pas tout à fait les mêmes que ceux de l'OCDE. C'est d'abord donc, cette résilience environnementale, donc ça, elle est vraiment fondamentale. La résilience sociale, qui est également très importante, avec le fait d'avoir une logique d'inclusion, de ne pas avoir de laisser pour compte, de ne pas avoir de ghetto. Et puis ensuite, les 2 vraiment innovations dans cette étude, c'était de montrer que la résilience se fait par des logiques de collaboration beaucoup plus ouvertes, plutôt que d'être centré sur la puissance publique avec la gouvernance, c'est plutôt de passer par le collaboratif et de montrer que ce collaboratif, eh bien, il peut jaillir de plein de types d'endroits, de la part de campus, comme vous l'avez montré à l'EPFL, comme chez iFlow également, par des projets culturels, et que cette résilience collaborative, en fait, elle est beaucoup plus diffuse, hein, et que c'est ça qui va nous intéresser. Donc ensuite, on va pouvoir montrer comment les écosystèmes artistiques contribuent à cette résilience collaborative. Et la dernière dimension qui était
marqué dans cette étude, c'était d'appuyer cette dimension de la résilience par l'immatériel, qui est souvent un petit peu oublié. Quand on est dans des logiques très pragmatiques, très opérationnelles, on a tendance à penser usage, à penser infrastructure, énergie, matière, et on oublie un petit peu cette dimension de l'immatériel, des imaginaires, des représentations, où là, justement, les projets artistiques vont être particulièrement importants pour aider à se façonner. Donc, peut-être un petit renvoi par rapport au projet présenté avant, avec ces cartes de perception, cette dimension esthétique, ce travail sur les représentations et les imaginaires. Eh bien, il n'y a rien de mieux que les projets artistiques aussi pour aller plus loin dans cette direction. Donc voilà, donc ça c'est vraiment d'abord cette bascule sur voilà, un canevas un petit peu différent de la résilience qui laisse sa place et qui est plus ouvert, je dirais, plus fluide, plus en mouvement, avec cette notion de collaboration et cette notion d'immatériel. Et puis aussi, l'une des raisons pour lesquelles c'est intéressant d'appuyer un peu aujourd'hui cette contribution des écosystèmes artistiques à ces mouvements de la résilience, c'est que aussi du côté du monde artistique, il y a des choses qui bougent. Les acteurs du monde artistique sont aujourd'hui beaucoup plus engagés vis-à-vis de la société. Avant, il y avait un petit peu des tensions. Les artistes n'avaient pas forcément vocation à être des acteurs du changement du territoire, ne souhaitaient pas forcément être dans cette action sociale. Il y avait même un petit peu un déni de cette action sociale par l'art. Aujourd'hui, il y a voilà, toute une partie des écosystèmes artistiques qui se ressaisissent de ces grands défis planétaires, de l'environnement, de l'inclusion, de l'injustice sociale. Il y a un peu un renouveau dans les communautés artistiques de se réapproprier avec ces notions de art for change, art for greens. Donc, les communautés artistiques sont elles-mêmes beaucoup plus volontairement engagées dans ce mouvement de la reliance. Donc, je dirais que les planètes sont assez alignées en ce moment pour faire en sorte que les écosystèmes artistiques soient beaucoup plus remobilisés dans ces politiques de résilience. Alors voilà, donc ça c'est un petit peu l'approche générale. Maintenant on va rentrer, donc ça je vous mets, c'est un petit peu des images, hein. Je pourrais partir sur 1 heure de présentation avec des exemples très précis. Là je passe plutôt sur le canevas. C'était plutôt de montrer un peu comment voilà, cette notion de résilience, elle est très fluide, on peut se l'approprier et surtout on peut la consolider, la baquer, l'enrichir par cette dimension, par la créativité, les imaginaires, les projets artistiques et les écosystèmes artistiques ayant l'avantage d'être ancrés sur le territoire. Il y a des lieux qui sont dédiés, ce n'est pas juste un projet, il peut y avoir un projet, mais il y a aussi des lieux qui existent. Ces infrastructures culturelles, elles existent, et donc il y a quand même une arborescence d'écosystèmes qui sont en place, des acteurs qui sont engagés, des porteurs de projets, et que donc cette résilience bottom-up, elle se fait aussi par rapport à ces écosystèmes qui existent. Alors voilà, donc maintenant on va rentrer dans les 4 formes de résilience, et puis je vais montrer comment des projets artistiques sont particulièrement pertinents sur toutes ces petites touches sur la question de ces 4 formes de résilience. Alors premièrement sur tout ce qui vient nourrir la résilience environnementale avec la bascule vers des usages, des infrastructures et des usages bas carbone. On voit que sur ce point-là, la bascule avec des infrastructures, par exemple sur les questions de mobilité, c'est indéniable. Il y a un besoin d'investissement, d'infrastructures durables, de bascule vers des systèmes qui sont bien plus respectueux de l'environnement. Mais l'approche purement fonctionnelle de cette transition n'est pas suffisante. Là, je vais citer Claudia Binder, qui est aussi l'une des chercheuses, la dean de l'ENAC à l'EPFL. Je l'entendais récemment parler, elle fait tout un travail sur les métabolismes, et ce qu'on voit, c'est que d'une certaine manière, pour basculer, il faut aller jusqu'à convaincre les citoyens, les embarquer dans ce mouvement. Et parfois, on peut faire des projets qui sont
impeccable sur le papier, mais à un moment donné, il y a un blocage psychologique au niveau des citoyens, parce que psychologiquement, on n'arrive pas à switcher. Et donc, en fait, pour faire cette bascule vers des infrastructures et des modes de vie verts, il faut aussi aller jusqu'à cette granularité de la perception, des imaginaires, pour que tous les citoyens sentent que c'est un peu une espèce de mouvement de société et qu'on y va tous ensemble. Et ce travail sur les représentations est déterminant pour arriver à faire cette bascule. Et donc, cette résilience environnementale, il faut aller jusqu'à la granularité, il faut aller jusqu'à embarquer tous les citoyens. Et donc, les projets artistiques sont aussi là pour faire ce travail de sensibilisation, de fédérer autour d'usages. Il y a aussi les designers. Donc là, je cite par exemple le Porquerolles Film Festival qui a lieu tout récemment sur voilà, les films qui ont un caractère d'impact environnemental et de sensibilisation. Il y a beaucoup de propositions artistiques qui contribuent à cette sensibilisation générale. Il y a aussi dans la communauté artistique tous ces designers qui viennent incuber des usages. Je montre par exemple cet abribus où il y a de la biodiversité, la place du vivant qui est les acteurs du vivant. J'aimais bien l'idée de voir les arbres comme des acteurs de cette transformation. Donc les acteurs de la création viennent par petites touches influencer ces usages de société pour qu'il y ait cette bascule collective vers ces usages écologiques, environnementaux et durables. Donc, les projets artistiques, par leur caractère sensible, par leur capacité à faire bouger les représentations, par leur capacité aussi à préfigurer des avenirs possibles. Donc là, par exemple, je mets en bas à gauche ce projet d'un artiste hollandais qui montre aussi que les artistes peuvent aussi peut-être anticiper des situations d'environnement toxique, ce qui n'est pas interdit, étant donné le fait que cette transition a quand même du mal à se mettre en place, qu'on voit qu'il y a des résistances et que donc on peut aussi peut-être réfléchir à qu'est-ce que c'est que des modes de vie dans des environnements qui peuvent être toxiques. Donc là, vraiment, d'abord, l'art pour accompagner cette place du vivant au cœur de la cité, cette bascule vers les modes de vie et ce travail de sensibilisation. Donc ça, c'est la première dimension. On pourrait vraiment approfondir chacun de ces... Mais j'essaye de montrer un petit peu comment toutes ces petites touches viennent compléter ce travail sur les infrastructures. Alors la deuxième forme de résilience, la résilience sociale, avec cette nécessité de l'inclusion, de la création du lien, de favoriser l'engagement, l'émancipation, l'empowerment et la formation des communautés créatives va être particulièrement propice à cette résilience sociale inclusive en montrant que les lieux d'art sont des lieux typiquement très ouverts. Typiquement, une conférence comme aujourd'hui est ouverte à tous. On est dans un lieu à la fois artistique, mais aussi un lieu d'innovation. Donc, typiquement, les lieux culturels de nouvelle génération, j'appuie sur ces notions d'hybridité, les lieux hybrides, particulièrement ouverts, sont des endroits qui sont inclusifs, qui sont des portails, avec cette notion de hub, et vraiment, les projets, le caractère inclusif des communautés artistiques, des communautés culturelles, des communautés créatives, est particulièrement avéré. Un centre d'art est un endroit où toute personne peut se rendre de manière très ouverte. Et les centres d'art ont de plus en plus cette tendance d'être des lieux hybrides, ouverts, avec plus de projets inclusifs, des ateliers. Tout le monde peut s'inscrire à un atelier. Voilà, donc les lieux artistiques ont historiquement, on l'oublie, cette vocation d'être un lieu de création de liens, d'ouverture, d'inclusion. Les lieux culturels sont des endroits où l'inclusion peut se faire de manière très fluide, sans même qu'on s'en rende compte. Ça n'est pas forcément une politique publique, ce sont des écosystèmes qui existent et ça se passe. Donc l'idée, c'est aussi de réaffirmer des choses qui se passent et qu'on ne voit pas forcément, qu'on a peut-être un peu oublié de réaffirmer. Donc les lieux culturels, ensuite, les questions de l'inclusion sont des sujets qui sont vraiment portés par de nouveaux artistes. J'ai mis une photo de Sonia Boyce qui a gagné le pavillon d'or à la Biennale de Venise cette année. Donc c'est l'une des plus hautes reconnaissances aussi au sein de l'art contemporain. Donc Sonia Boyce, qui est reconnue pour avoir été une des grandes figures du Black Art Movement en Angleterre. Et donc voilà, on voit que ce sujet de l'inclusion, des inégalités sociales, est un sujet qui est aussi
particulièrement de l'air du temps, dans les communautés artistiques. Donc on voit combien, non seulement les lieux, mais les artistes sont également des activistes, porteurs de projets, sont des acteurs du changement. Dans cette résilience sociale, on va aussi pouvoir parler de tous les acteurs de l'innovation sociale qui sont très fertiles aujourd'hui. Ces acteurs de l'innovation sociale qui sont entre le monde associatif, le monde des startups, les campus, les lieux d'inclusion, eh bien en fait, les lieux d'art et de culture sont des acteurs clés dans ce mouvement de la résilience sociale par cette notion d'inclusion, d'ouverture, d'hybridité, d'engagement et puis aussi de cette reconnaissance des artistes comme des porteurs de projets. Donc cette notion de résilience sociale, j'ai mis aussi l'exemple de la Fondation Luma à Arles, qui a eu un travail de réflexion collaborative avec tous les acteurs de la ville de Arles pour mettre en avant cette notion d'hospitalité. Donc en fait, ça, ce ne sont pas des programmes publics, ce ne sont pas les villes ce ne sont pas les institutions, ce sont des initiatives qui sont prises par des acteurs culturels, artistiques, et il faut vraiment réaffirmer la valeur de ces écosystèmes pour les connecter également, par exemple, à ce que font des acteurs académiques, ce que font des acteurs publics, des acteurs économiques, et que c'est là que la résilience se fait par cette notion de collaboration entre typologies d'acteurs. Donc là, mon propos, c'est vraiment de montrer qu'il y a des tonnes de projets artistiques qui font déjà ça, qu'il faut vraiment travailler avec les artistes et ces acteurs du changement qui ont déjà ces initiatives. Alors, troisième dimension de la résilience, c'est cette notion de résilience collaborative, justement, en montrant combien, en fait, les projets artistiques, tels qu'ils sont portés par les artistes, sont, en fait, mis au même... ils font partie de cette incubation de projets. Donc là, la résilience collaborative, c'est plutôt ce mouvement de incuber des projets innovants, à caractère résilient. Et donc ces projets, ils peuvent venir de Fab Lab, ils peuvent venir de campus, ils peuvent venir de lieux artistiques, ils peuvent venir d'architecture éphémère avec des tonnes de workshops. Donc là encore, il y a un mouvement d'incubation de projets qui vont être soumis à cette épreuve de la durabilité, mais comme des associations qui doivent aller chercher des budgets, comme des startups qui doivent aller chercher des financements. Finalement, c'est la même question qui se pose pour tout type de porteurs de projets, et la résilience collaborative, c'est est-on capable de mettre en place ces chaînes de pérennisation de projets, mais qui peuvent marcher à partir d'un lieu culturel, à partir d'un lieu, j'ai mis en référence aussi l'incubateur Pulse de la HES à Genève, où dans l'incubateur, il y a des projets d'artistes, il y a des projets de designers, il y a des projets de start-up, et il y a des projets d'associations. Il y a tous ces types de projets sont dans le même sac, et c'est là qu'on comprend vraiment cette fertilité, cette notion de ville générative aussi, c'est un terme qu'on va retenir, la ville contributrice. Donc vous avez cité tout à l'heure Bernard Stiegler, c'est ces mêmes mouvements de génération bottom-up d'événements. Donc j'ai mis aussi évidemment iFlow pour reconnaître que iFlow est un lieu qui est très engagé sur ce mouvement bottom-up, avec des initiatives et une diversité. Moi je cite iFlow dans mes conférences sur ces mouvements de la résilience. Je pense que c'est un exemple particulièrement exemplaire. Voilà. Après ces mouvements d'ascension, d'incubation de projets, on peut les avoir également par ces événements plus grands avec les World Design Capital ou des événements comme Manifesta, qui sont des projets à caractère artistique et culturel qui fédèrent des écosystèmes d'acteurs locaux, mais aussi des écosystèmes internationaux. Et c'est ça qui va être déterminant dans cette durabilité de ces écosystèmes, c'est leur capacité, à un moment donné, à être en communauté. On a parlé de cette notion de communauté. Ce qui les rend durables, c'est leur capacité à faire communauté et, par ces communautés, à se pluguer sur des écosystèmes locaux et internationaux. Donc là, je vais citer Michel Bowens, qui est l'un des grands penseurs de ces notions de résilience et de contribution, de ville générative, avec cette dimension des écosystèmes cosmo-locaux, avec d'une part un maillage des acteurs locaux, et puis cette connexion à des réseaux internationaux qui fait que les projets incubés vont tout de suite
Et typiquement, que ce soit un projet artistique qui peut avoir une résonance internationale, va avoir plus de chances d'être durable, de même qu'une start-up digitale qui est incubée dans un incubateur, tout de suite, elle va avoir une résonance et la possibilité de devenir plus durable en étant dans ce va-et-vient entre le local et le global. Donc la durabilité, cette résilience collaborative, et on voit d'ailleurs dans ces penseurs de la résilience, les dernières générations, c'est beaucoup plus sur cette notion d'incubation de projets résilients avec ce lien entre écosystèmes locaux et écosystèmes internationaux. Les grands acteurs de la résilience, comme le réseau des 100 Resilient Cities, aujourd'hui, ils sont plutôt sur les Resilience Catalyst Cities, avec ce travail de vraiment incuber des projets beaucoup plus concrets, mais en mobilisant des communautés d'acteurs locaux, hybrides, et internationaux. Voilà. Donc ça, c'est ce troisième mouvement de la résilience. Et puis, la quatrième dimension de la résilience, je vais en venir à cette notion de la résilience immatérielle, avec ce travail où on revient sur l'expérience esthétique qui permet de faire changer les représentations. On voit par exemple d'aller à une fête particulièrement arty dans un endroit complètement pourrave de la banlieue, et tout d'un coup, le ressenti, la perception de cet endroit, on ne se dit plus c'est la zone, on se dit c'est un endroit hyper cool. La représentation a changé. De même, quand on a vécu une expérience artistique à répétition dans une architecture éphémère, à un moment donné, la représentation a changé. Tout d'un coup, la vision du quartier, l'architecture n'a peut-être pas encore changé, peut-être que l'architecture est encore relativement, peut-être que, mais dans la tête, ça commence à bouger. C'est vraiment cette dimension de la résilience par les représentations, et avec ce mouvement, c'est aussi les projets artistiques qui viennent peut-être aussi rechercher dans les souterrains de la ville, la mémoire. J'ai mis en exemple Armeville, ce sont des artistes qui ont fait un travail sur la mémoire de Saint-Étienne en allant rechercher 500 ans d'histoire industrielle et d'essayer de la réactiver par un travail sur le son urbain. Donc les projets artistiques peuvent être aussi une manière de réactiver et de donner à sentir. Et quand je parlais de ce besoin de singularité, c'est vraiment là que ça se joue par les projets artistiques, avec ce travail sensible, ce travail d'imaginaire, ce travail de récit. Et finalement, dans ce travail de récit et d'imaginaire, c'est également là qu'on va pouvoir aussi avoir des conversations sur le futur, sur les imaginaires, les possibles, et réouvrir l'horizon des possibles. Et donc là, les projets et les lieux artistiques sont particulièrement importants, pivots, pour mettre en place ces bascules, ces moments d'ouverture, ces moments de rêve où on va pouvoir réouvrir l'horizon des possibles et réouvrir l'horizon. Donc la résilience, c'est vraiment ces 4 dimensions qui s'entremêlent, et cette dernière dimension est particulièrement active dans les projets artistiques, et c'est pour ça que plutôt que faire des petits projets disséminés, à un moment donné, travailler avec les artistes et les lieux artistiques, c'est une manière aussi de redonner cette profondeur culturelle, ce travail sur les identités qui est tellement important. On voit que pour les jeunes générations, la Gen Z, on a particulièrement besoin d'avoir ce travail sur les identités et l'appartenance. Voilà, donc je finis en disant que ce canevas de ces 4 résiliences, on peut les résumer aussi en disant que les écosystèmes artistiques, ces constellations artistiques, ont une contribution par l'expérience artistique, par leur caractère expérimental, par les lieux éphémères, par les lieux incubés et par la formation des communautés créatives. Et on a ce maillage, on a cette vision en écosystème. Et dans ce projet sur le Grand Paris, j'avais aussi développé cette notion de constellation urbaine, qui aujourd'hui, il y a des chercheurs qui travaillent sur cette notion de constellation, et les constellations sont une manière aussi de remodéliser ces écosystèmes pour y voir clair d'une certaine manière. Et je clôturerai sur ce point. Merci de votre attention, et j'espère que ça vous aura donné envie de collaborer avec les artistes également. Merci à vous. Merci.